Le débat politique du Grand Soir, c'est parti. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous ce soir, sénatrice gauche républicaine socialiste de Paris. Bonsoir à vous, madame la sénatrice. Et bonsoir à madame la députée LaREM du Tarn, Marie-Christine Verdi-Jouclas. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à Julien Audoul, qui est membre du Bureau national du Rassemblement national. Bonsoir. Et bonsoir à Robin Reda, député libre. Libre avec un S et un point d'exclamation de l'Essonne, parce que tout le monde est libre sur ce plateau. La parole, en tout cas, l'est. Bonsoir à vous. Sur tous les sujets, notamment sur les sujets sanitaires. Emmanuel Macron est allé aujourd'hui dans un EHPAD, établissement pour personnes dépendantes, et il a annoncé l'arrivée prochaine d'une loi. Que nous allons, dans les prochains mois, bâtir une loi, et j'aurai l'occasion d'y revenir et de me réexprimer dans les prochaines semaines sur ce sujet avec plus de détails, mais où on va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge. Non pas une loi pour donner des grands principes, mais une loi très concrète qui, pour les prochaines années, va nous permettre de construire ce nouvel édifice dont notre nation a besoin. Bah oui, mais investir avec quel argent? Parce que la semaine dernière, il y a eu des propositions de l'inspecteur général des finances qui disait on va payer tout ça avec, par exemple, on va faire payer les employeurs particuliers, on va aligner la CSG des retraités sur celle des actifs. Bon, le lendemain, Bruno Le Maire a dit oh là là, non, on n'augmente pas les impôts, sauf qu'on ne sait toujours pas où on va trouver l'argent. Est-ce que vous le savez, vous, Marie-Christine Verdi-Jouclas? De toute façon, on va maintenir la CSG qui devait normalement s'arrêter en 2024. Puisqu'on crée quand même la 5e branche pour la dépendance et l'autonomie. Donc la 5e branche qui a été promise pendant des décennies, voilà. Et elle a été votée. C'est avec ça qu'on va financer la loi. Mais disons qu'on va continuer, on n'augmente pas les impôts, on maintient un impôt qui existe déjà, qui est la CSG, qui va permettre de continuer effectivement à avoir des ressources au niveau de la sécurité sociale. Après, aujourd'hui, avec la Covid-19, on voit bien que de toute façon, on s'est assis un peu, si je peux me permettre cette expression, sur notre dette. Ouais. Bon. Et parce qu'on était en bonne santé avant, je me permets de le répéter, parce qu'on avait réduit justement nos dépenses publiques, parce qu'on avait réduit notre dette, parce qu'on avait maintenu notre dette en dessous des 3% du PIB. Donc il y a des marges de manœuvre. Ça nous a permis d'avoir plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, cette loi grand âge et autonomie, elle est essentielle. Il y aura quoi dedans alors ? Quand je suis dans ma circonscription, quand je vais voir des associations d'aide à domicile, quand je vais dans des EHPAD, c'est un ras-le-bol tellement général, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de tellement longtemps, que cette loi, nous, les parlementaires, on a poussé le chef de l'État à prendre cet engagement pour qu'elle soit examinée rapidement et qu'on tienne cet engagement dans notre mandat. Il a fini par vous entendre. Il faut quoi dans cette loi, Marie-Noëlle Lienemann ? D'abord, c'est vrai que le financement du grand âge est un des débats. Enfin, la 5e branche, je suis favorable. Deuxièmement, il fallait trouver de l'argent. Ce n'est pas la CSG, mais c'est la CRDS qu'on avait maintenue. Le rapport de Jérôme Guedj, c'était de dire on pourrait prolonger la CRDS. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, le Covid a creusé. En plus, tel qu'on a fait les dépenses, on les a imputées à la sécurité sociale et on va nous dire il y a un trou dans la sécu et on nous explique qu'on va prendre cet argent pour faire combler le trou de la sécurité sociale. Moi, je crois que la dépendance mérite une fiscalité spécifique. Et je pense... Donc un impôt en plus. Non, mais vous c'est votre problème. Oui, c'est hors de question. C'est sûr que l'ISF... C'est nous qui voterons. Donc d'accord, mais madame, vous n'êtes pas là pour l'éternité. Non, mais peut-être. Et en tout cas, vous êtes déjà très comptable, madame. Vous êtes déjà très comptable, que ça fait des années qu'il y a eu... Et laissez-moi terminer. Aucune augmentation. Ça fait des mois et des années que madame Fiat, au Parlement... Caroline Fiat a fait un rapport sur les EHPAD où il est avec Madame Iborra de la République en marche, avec lequel il y a un déficit manifeste de postes dans les EHPAD. On n'avait pas besoin d'attendre. Vous comprenez bien que je ne peux pas vous laisser dire sur un plateau télé que vous allez augmenter les impôts parce que nous n'allons pas. Allez, chacun son tour, s'il vous plaît. Chacun son tour, parce que... Il était clair qu'il y avait déjà des manques de postes. Ça fait des années qu'ils auraient été... On n'avait pas besoin de la 5e branche pour le faire. Moi, je plaide pour que la 5e branche, comme le CESE l'avait mis dans une de ses hypothèses, soit financée en partie par l'impôt sur la fiscalité de transmission d'héritage pour les plus riches. Julien Audoul. Bon, déjà, je vais tempérer le constat mirifique de Mme Verdi-Jouclas. Je veux dire, la France de l'avant-Covid
n'était pas le jardin d'Éden. Faut un petit peu arrêter. Le chômage inférieur à 9%. Madame Verdier-Jouclas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste respecter un peu les Français qui, dans leur quotidien, n'ont pas vu d'amélioration depuis qu'Emmanuel Macron et votre majorité est en place. Voilà. Vous avez enchaîné des politiques qui ont été rejetées. Je ne vais pas vous resituer tout l'historique, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la réforme des retraites. Vous avez matraqué les familles, vous avez matraqué les classes populaires, vous avez matraqué la ruralité. Restons sur les EHPAD, on va pas faire tout le quinquennat parce qu'on ça me fait toujours rire en fait de dire finalement c'est la crise sanitaire qui a plombé le bilan. Pas en même temps, sinon on n'y comprend rien. Vous avez plombé votre bilan vous-même. Sur les EHPAD, en effet, c'est vrai que ça date pas d'hier. Voilà, la situation était cataclysmique depuis des années. Il y a eu des appels qui ont été entendus ou pas. En tout cas, il y a eu une crise qui, à mon avis, reflète que l'État français a été, je dirais, totalement à côté de la plaque vis-à-vis de la gestion, notamment de nos personnes âgées. Que ce soit, mais ne dites pas... Excusez-moi, regardez le début de la crise sanitaire. Oui, je souffle. Dans nos EHPAD en France, sixième, mais soufflez, respirez aussi un petit peu et buvez. Allez-y, terminez. Toujours le même discours. Ça fait plusieurs fois qu'on est en plateau ensemble. Est-ce qu'on peut terminer? Vous avez toujours le même discours. Laissez terminer. Non, on n'est pas souvent en plateau ensemble, et heureusement d'ailleurs. Mais très sincèrement, le début de la crise sanitaire a été apocalyptique dans les EHPAD. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'on a fait des choix. On a laissé mourir des personnes âgées. On a laissé mourir parce qu'il ne fallait pas les hospitaliser, parce que notre système de santé est en train d'exploser. Donc ces choix-là, clairement, ils ont été faits par votre gouvernement, par votre administration. Et on espère que s'il y a une deuxième vague dans quelques semaines, si cette deuxième vague arrive, que le gouvernement ne fera pas ce choix-là. Robin Reda, quelle est l'urgence sur les EHPAD? Je vois que ça commence fort ce soir. Oui, absolument. Oui. Je crois qu'on devrait se rassembler autour de ce sujet fondamental qui est la prise en charge de nos aînés, en particulier les plus dépendants. Effectivement, la crise sanitaire, elle a montré ce que nous savions déjà dans les EHPAD, c'est-à-dire un système à bout de souffle, notamment dans la prise en charge par les personnels qui eux-mêmes étaient complètement à bout des personnes qui sont hébergées. Elle a montré aussi les limites de l'État, qui n'a pas été au rendez-vous, mais ni dans l'hôpital public, ni dans l'hôpital privé, ni dans les EHPAD, notamment pour faire pendant des semaines au début de la crise du Covid, heureusement qu'il y avait la solidarité des citoyens, des associations, des collectivités locales pour aider, notamment dans les EHPAD. Moi, je me souviens. Vous refaites vraiment toute l'histoire à votre façon. Je suis député, je suis sur le terrain. Vous refaites l'histoire à votre façon. Et pendant des semaines, j'ai apporté moi-même des masques à l'EHPAD de On n'a eu aucun hôpital qui a été saturé au niveau réanimation. On a pu accueillir tous les malades. Vous plaisantez. Vous avez vécu la crise du Covid sur une autre planète, visiblement. Puisqu'on a fait des transferts. Sur la question, pardon. Juste un mot pour conclure, parce qu'il y a un directeur d'EHPAD qui nous attend. Un mot sur la question fondamentale du financement. La semaine dernière, on a eu un débat sur votre antenne sur la fraude à la sécurité sociale. Ce sont des milliards à récupérer. Et puis, il y a une réforme fondamentale qu'il faut faire. C'est la réforme des retraites. Parce que la réforme des retraites, elle a pour vocation justement de dégager les budgets nécessaires pour prendre en charge ceux qui iront à la retraite, puis ensuite qui seront dans le grand âge, la dépendance. Allons voir un professionnel, un directeur d'EHPAD, Éric Angelo Bellini, qui est directeur d'EHPAD à Rousselière, Pleumartin, dans le département 86. Alors, on a entendu, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Le président a dit tout à l'heure qu'il n'était pas question de revenir à l'isolement. Est-ce que vous vous en félicitez d'abord? Oui, c'était pas une bonne idée le confinement. C'est une décision qui a été prise parce que nous étions face à quelque chose qui nous a surpris tout le monde et on n'y était pas préparé, mais qui pouvait l'être. Et on a fait au plus vite et avec les moyens que nous avions. 6 mois plus tard, on a d'autres moyens. Nous nous sommes collectivement organisés de façon un peu différente. L'État a tenu une partie de ses engagements, pas tous, mais a tenu une partie de ses engagements vis-à-vis des établissements, s'agissant des dotations de masques, même s'il faut que ça dure, parce que nous, on nous annonce qu'après le 16 octobre, on va nous abandonner sur cette question-là. Sur les tests, c'est chaotique, mais ça avance, et on peut comprendre que ça ne soit pas un long fleuve tranquille. Par contre, l'État ne nous a toujours pas aidés, il ne nous accompagne pas sur ce qui est le principal, c'est-à-dire les personnels, quoi. Je veux dire, accompagner les personnes, des aînés fragilisés. Le seul vrai plateau technique, c'est les hommes et les femmes. C'est du temps humain, c'est des têtes, c'est des bras.
c'est de la patience, c'est des heures d'accompagnement, c'est répété dans les unités de vie protégées. Vous avez bon espoir que ça change avec l'annonce de cette loi? Bon, écoutez, là, sur ce coup-là, je suis un vieux directeur, plus proche de la retraite que de ma première prise de fonction. J'ai entendu plusieurs présidents de la République tout au long de ma carrière nous annoncer que c'était la question du moment, qu'on allait avoir des lois, à peu près tous, au moins les 4 derniers. Rien de nouveau. On va de crise en crise. On est tendu, nous sommes des funambules depuis des décennies, on travaille sur un fil en permanence. L'OCDE a dit récemment que nous étions sous-dotés, ce qui est tout sauf une découverte pour les professionnels. Ouais. Du manque du personnel de tous les côtés. Donc voilà, quand c'est pas le Covid, c'est la canicule. Après la canicule, c'est le rebond du Covid. Et puis après le rebond du Covid, il va y avoir la grippe. Et puis après la grippe, il y aura les gastro. Et puis comme d'habitude, on fera avec ce qu'on sait faire, ce qu'on fait plutôt avec talent et pertinence, puisque malgré tout, je trouve qu'on a plutôt pas mal résisté, puisque contrairement à 2-3 choses que j'ai entendues, ce ne sont pas la moitié des morts en France qui sont morts dans les EHPAD, mais un tiers, c'est des mathématiques élémentaires, 33 000, 11 000, un tiers, pas la moitié. Merci beaucoup, Monsieur Bellini, pour avoir été ce soir avec nous en direct et nous avoir livré ce témoignage. J'ai votre espoir que les choses changent enfin sur le plan du personnel. La situation, elle est ce qu'elle est en France, avec des mesures qui ont été annoncées. À l'étranger, il y a des mesures plus fortes qui sont prises chez certains de nos voisins. Jade Partouche, on va commencer par le Royaume-Uni, parce que là-bas aussi, les choses changent. Quand même doubler le nombre de contaminations chaque semaine. Eh bien, Boris Johnson a donné un coup de vis supplémentaire cet après-midi. Le Premier ministre a annoncé la fermeture des bars et des restaurants à 22h. Ça concerne tous les bars et tous les restaurants d'Angleterre qui devront donc à partir de jeudi baisser le rideau à 22h. Ça concerne quand même plus de 13 millions de personnes et seul le service à table sera désormais autorisé. Le gouvernement a aussi changé de position au sujet du télétravail. Je vous rappelle que Boris Johnson avait incité les Anglais à retourner au travail. Et bien là, changement de cap, c'est désormais le télétravail qui est favorisé. Dès le mois prochain, le Royaume-Uni avait comme projet d'autoriser de nouveau les Anglais à assister aux manifestations sportives. Et bien finalement, le projet a été mis sur pause jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de lundi, eh bien, les mariages ne pourront réunir que 15 personnes maximum. Toutes ces mesures, Julien, elles pourraient rester en place 6 mois. C'est ce qu'a annoncé Boris Johnson cet après-midi, qui a d'ailleurs ajouté que des mesures encore plus drastiques pourraient être prises dans les prochains jours. Tour de vis également en Espagne. Oui, en Espagne, qui a imposé à certains quartiers de la région de Madrid de nouvelles restrictions de déplacement. Ça concerne quand même près d'1 million de personnes qui ont l'interdiction formelle de quitter le quartier, sauf pour des raisons bien précises, c'est-à-dire aller au travail si le télétravail est impossible, étudier, aller chez le médecin ou s'occuper de personnes dépendantes. En dehors de ces régions, eh bien, les habitants de ces quartiers, ça concerne d'ailleurs principalement le sud de la région, ne peuvent pas bouger. Autre restriction qui a été annoncée hier, la réduction du nombre de personnes autorisées à se rassembler, qui passe de 10 à 6, que ce soit en public ou en privé. Et ça, en revanche, s'est étendu à l'ensemble de la région de Madrid. Merci beaucoup, Jade. Vous restez avec nous dans quelques instants. La France, c'était l'envoi de créolisation. À tout de suite. Le débat politique du Grand Soir, ça continue toujours avec Marie-Christine Verdi-Jouclas pour La République En Marche, Marie-Noëlle Lienemann pour la gauche républicaine socialiste, Robin Reda pour Libre et Julien Audoul pour le Rassemblement national. Il n'y a personne de la France insoumise autour du plateau, mais c'est pas grave, on va quand même évoquer cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. C'était hier lors de son discours sur la République. Jean-Luc Mélenchon qui parle de créolisation du pays et qui se réjouit de voir que ce phénomène soit en train, d'après lui en tout cas, de s'imposer dans le pays. Écoutez. C'est ce processus que décrivait notre poète Édouard Glissant. C'est le processus de la créolisation du monde. Les cultures se rencontrant à travers les individus qui les portent par leur éducation ou leur tradition familiale, se rencontrent, se mixent, se mélangent, se complètent ou se différencient. Et si vous voulez voir des grandes nations créoles, allez au Brésil, allez au Mexique, allez dans toutes les Amériques, et vous verrez des nations créoles. Diriez-vous qu'elles sont moins humaines, moins intéressantes
que d'autres, ou se reproduit sempiternellement la même tradition? Bien sûr que non. Alors ici donc Édouard Glissant pour la définition de la créolisation. Que dit-il Édouard Glissant? Voilà la définition qu'il donnait en 2005. La créolisation, c'est le métissage d'art ou de langage qui produit de l'inattendu, façon de se transformer de façon continue sans se perdre. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit que c'est une bonne chose, qu'il faut se réjouir de ce phénomène. Est-ce que c'est votre avis, Marie-Noëlle Lienemann, ou pas? Plutôt, à la condition de faire ce que d'ailleurs fait Jean-Luc Mélenchon dans son discours, de rappeler qu'il y a à la fois des brassages culturels qui construisent des nouvelles cultures et en même temps des piliers républicains qui demeurent. Et ces piliers républicains, c'est nos règles, nos lois communes, nos principes qui, eux, évoluent dans le temps parce que le peuple choisit de les faire évoluer, mais restent des fondamentaux communs. Donc, je crois quand même qu'il constate une évolution qui a toujours eu lieu dans l'humanité. Vous savez, on n'aurait pas de fourchette s'il n'y avait pas eu d'italianisation au moment du Moyen-Âge entre la France et l'Italie. La France n'est pas le Brésil encore. Il y a oui, non mais attendez, bien sûr. Au-delà de la fourchette. Mais la question, elle n'est pas de vouloir ressembler au Brésil ou aux autres pays, c'est de considérer que toutes les cultures s'enrichissent d'un brassage qui s'opère au cours du temps par la rencontre de cultures différentes, d'individus différents, et le développement, d'ailleurs en général, de ce qui n'est plus tout à fait exactement ce qu'était le passé, ni de l'un ni de l'autre. Est-ce que les peuples autochtones du Brésil se réjouissent de ce qui s'est passé, vous pensez ou pas? Non, mais évidemment non, mais en même temps, s'ils étaient restés que autochtones, vous avez déjà vu une civilisation qui ne bouge pas. Qu'est-ce qui fait changer la civilisation? C'est bien la confrontation de la diversité. La vraie difficulté, c'est que d'ailleurs, c'est ce que dit justement Édouard Glissant, il ne faut pas que les gens se perdent. C'est-à-dire, on perd une part de nous-mêmes, mais en même temps, on reste en continuité avec ce qu'on a été. Et je réinsiste, il y a deux volets. Il y a le volet culturel et il y a le volet des valeurs de la République. Et républicain. Et des valeurs et des principes de la République. Robin Reda, est-ce que ce mouvement est en marche? Est-ce qu'il est inéluctable? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Le mot de créolisation ne me fait pas peur. En revanche, celui qui le prononce, Jean-Luc Mélenchon, lui, si. Je m'explique. Créolisation, c'est un processus effectivement intéressant parce que c'est un processus qui peut s'inscrire totalement dans l'universalisme républicain. La créolisation, c'est le mélange des individus entre eux, qui effectivement échangent une culture, une langue d'origine, des traditions, mais qui restent sous la bannière républicaine et qui mettent les valeurs de la République toujours au-dessus des appartenances, qu'elles soient religieuses ou ethniques. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, mais il est à la tête d'un parti politique, la France Insoumise, qui exacerbe les identités, qui exacerbe les communautés. Et je pense que lorsque Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, en réalité, il faut entendre tribalisation. Lui, il est pour des tribus qui ne se parlent pas, qui s'exacerbent, qui revendiquent... Franchement, il n'a pas dit ça du tout. Pardon, Marie-Noëlle Lienemann, mais Jean-Luc Mélenchon a toujours été ambigu sur la question des communautés et des communautarismes. Là, il n'est pas dans son discours. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon nous parle de république, de laïcité, on sait maintenant que ce sont des mots galvaudés parce que la France Insoumise est un parti qui fait de la revendication des identités, de la racialisation, de l'exacerbation des communautés et des tensions entre les communautés entre elles, un credo politique et une manière de tendre la société et de s'éloigner de la République. La France Insoumise est depuis longtemps n'est plus un parti républicain et malheureusement Jean-Luc Mélenchon ne ravivera pas la flamme républicaine chez la France. Julien Audoul. Bon, on peut regretter que Jean-Luc Mélenchon soit dans une dérive absolue. C'est devenu un obsédé de la race. Plus le socle de la France Insoumise se rétrécit, le socle électoral, et plus il se radicalise et communautarise son discours. Et maintenant, on n'a plus la France Insoumise, on a la France communautariste, la France racialiste et la France islamiste. Et finalement, il parle de mélange, justement. Non, mais au-delà de ce qu'il dit, parce qu'après, il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'ils font. Il y a ce qu'il dit, puis il y a les manifestations auxquelles il va. Il y a ce qu'il dit, et puis il y a les groupuscules minoritaires qui se nourrissent de la haine de la France qu'il soutient. Que ce soit le gang Traoré, que ce soit les islamistes à la manifestation de novembre 2019. Aujourd'hui, ils sont dans une dérive anti-républicaine. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui n'a que le mot de république à la bouche... demande une assemblée constituante, oui, 6e République. Très bien, mais sauf que la République, ce ne sont pas les communautés. La République, ce ne sont pas les races. Et d'ailleurs, si on reprend un petit peu l'histoire, et notamment ce qui fait la France...
Comme disait Jacques Bainville, que vous devez connaître, Marie-Noëlle Lienemann, Jacques Bainville disait « La France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation ». Moi, j'en ai marre qu'on nous parle de race en permanence. J'en ai marre qu'on essentialise... Matin, midi et soir, la France insoumise parle de race, essentialise les gens, renvoie les gens à leur culture d'origine. Je l'écoute un peu trop souvent. Et surtout, je vois le positionnement indigéniste de la France insoumise qui constitue un vrai danger pour notre socle républicain. Non, c'est la réalité. Excusez-moi, Marie-Noëlle Lienemann, la dérive de la France insoumise, qui aujourd'hui n'est plus un parti républicain, il faut le dire, qui ne partage plus les valeurs de la République. Mais oui, excusez-moi, on est peut-être l'un des derniers partis à les défendre. Ne vous en déplaise. Marie-Christine Verdi-Jouclas, quel est votre avis? La France est-elle en voie de créolisation et faut-il s'en réjouir ou le déplorer? En fait, vous avez dit qu'il n'y avait pas de France insoumise sur le plateau, mais je pense qu'on a quelqu'un qui est proche de la France insoumise avec la fougue avec laquelle vous défendez. Parce que quand les faits sont les faits. Monsieur Mélenchon fait du Monsieur Mélenchon. On l'a cru perdu, finalement il n'est pas, il revient, il a toujours des phrases chocs, il a toujours des phrases auxquelles je ne sais même pas s'il croit à ce qu'il dit. Je rejoins Monsieur Reda quand il dit qu'ils ont des phrases qui ne correspondent pas du tout à leurs actes. Il y a vraiment un fossé, c'est du spectacle, c'est du théâtre, c'est du Mélenchon et ça ne m'amène vraiment, mais alors aucune autre réflexion que celle-là. Jean-Luc Mélenchon, qui est accusé, figurez-vous, lourdement par une membre de Charlie Hebdo, la directrice des ressources humaines. Elle s'appelle Marika Bretz. Elle vit sous protection policière depuis 2015, maintenant, depuis l'attentat. Et il y a quelques jours, elle a dû précipitamment quitter son domicile. Elle l'a raconté ce matin. On l'écoute. Les officiers de sécurité m'ont annoncé que j'avais 10 minutes pour préparer un sac et quitter mon domicile parce que ma sécurité n'y était plus assurée. Quand ça fait 5 ans que je suis avec des officiers de sécurité, des officiers de police, ce genre de choses, ça ne se discute pas. Je fais confiance en leurs compétences et ils m'ont expliqué que très probablement, je ne le réintégrerai jamais. Je suis partie chez des amis. Heureusement, je suis bien entourée. Je suis arrivée chez eux en leur disant que j'étais réfugiée politique chez eux. Et je l'ai dit parce que c'est pas tant ma petite personne qui est intéressante que dire dans quel climat de haine nous nous trouvons. Le sens de mon propos, c'est de dire réagissez. Réagissez. Et quand elle parle de climat de haine, elle pointe du doigt, personnellement, Jean-Luc Mélenchon. Elle dit il n'y a pas que lui, mais c'est le seul qu'elle cite en tout cas. Elle dit il alimente ce climat de haine, il n'est pas le seul. Beaucoup de responsables politiques ont par clientélisme ou par peur oublié des notions fondamentales comme la citoyenneté. Cette accusation est-elle justifiée d'après vous, Marie-Christine Verdi-Jouclas? Mais oui, vraiment, je trouve que c'est justifié parce que de par le phénomène des réseaux sociaux, enfin, quand vous voyez la France insoumise sur les réseaux sociaux, quand vous voyez les commentaires qu'ils font à chaque sortie, enfin, c'est inimaginable. Donc oui, moi je suis complètement d'accord avec eux. Il n'y a pas que la France insoumise d'ailleurs. Je peux pointer aussi le Rassemblement national qui est très spécialiste de la question. Quand vous faites un tweet, vous voyez les réponses systématiques de la France insoumise et du Rassemblement national, ça fait peur. Quelques exemples peut-être? Et quand vous parlez de protectionnisme, c'est facile de jeter en l'air comme ça, n'importe quoi. C'est justement alimenter la peur et la haine des gens par rapport... Ben si, alors restons sur les propos... Il ne faut personne d'autre autour, protectionnisme, ça n'a rien à voir. Restons sur les propos de Marika Bretz. C'est rester entre nous. Marie-Noëlle Lienemann, que répondez-vous à cette accusation évidemment particulièrement lourde qu'elle énonce? Elle fait allusion, d'ailleurs, vous parlez d'un tweet, elle fait allusion notamment à un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait mis dans le même sac Valeurs Actuelles, Marianne et Charlie, en disant ça suffit le harcèlement nauséabond contre la députée Obono. On se souvient, c'était au moment de la caricature qui présentait Daniel Obono en esclave. Marie-Noëlle Lienemann, vous répondez quoi à Marika Bretz? Écoutez, moi j'ai rien à lui répondre, si ce n'est que je n'ai jamais trouvé astucieux de mélanger le Valeurs Actuelles avec Marianne et Charlie Hebdo. Donc Jean-Luc Mélenchon avait tort. Donc de ce point de vue... La liberté d'expression est totale. Non mais attendez 30 secondes. Je dis que Jean-Luc Mélenchon, de mon point de vue, aurait dû avoir un point de vue différencié entre qu'il soutienne Daniel Obono en tant que député, notamment par rapport à Valeurs Actuelles, il n'y avait absolument rien à voir. Après, on peut avoir un débat politique sur l'analyse que fait Marianne ou Charlie Hebdo des positions de Daniel Obono. Pour une partie de ces positions, je ne les partage pas. Mais de là à considérer que c'est un appel à la haine, n'exagérons pas. Alors, cela dit, je peux comprendre qu'une femme qui vit ce qu'elle vit,
ne considère, et parce que c'est inacceptable, et que dans notre République, on doit lui donner les moyens de vivre normalement, je peux comprendre qu'elle ait de la tension qui la focalise sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est une erreur. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une phase où si notre République n'est pas capable de se fédérer et d'être capable de montrer sa force en unissant le peuple autour des valeurs républicaines, en faisant du drapeau républicain plus une occasion de stigmatiser les uns et les autres, je parle de ceux et celles qui sont républicains, plutôt que d'être un mécanisme qui nous permet de nous fédérer. Mais qui fait ça? Qui fragmente? C'est Marie Cabrette ou c'est Jean-Luc Mélenchon? Il y a un peu tout le monde qui le fait. Actuellement, Charlie fragmente la société? Je ne dis pas qu'il le fait systématiquement. D'abord, je pense qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais j'ai toujours eu, je m'excuse, jamais de ma vie, j'ai enlevé la capacité à personne, même à M. Le Pen, figurez-vous, quand il était mis en cause sur son droit d'expression, j'ai toujours dit qu'il avait le droit de le faire. Donc, de ce point de vue, simplement, je dis, faisons attention de ne pas faire de la République le drapeau du fragmentation et de ne pas s'attaquer aux causes d'une partie de notre fragmentation. Vous voyez, par exemple, on est en plein débat sur le plan de relance. Il n'y a rien sur la politique de la ville. Il n'y a rien sur la politique du logement. Il n'y a rien sur l'éducation. Alors, mélangeons pas tous les sujets, parce que chacun des aspects que vous évoquez est un sujet en soi. Au bout d'un moment, l'unité républicaine, elle se construit aussi sur les faits et pas simplement sur les dires. Julien Odoul-Purban. Non, mais l'unité républicaine, elle se fait aussi dans la clarté. Et on ne peut pas transiger avec la liberté d'expression. Voilà, on ne peut pas transiger. Merci. Mais sauf qu'en ce moment, je constate qu'il y a quand même une petite musique, que ce soit M. Mélenchon, que ce soit d'autres personnalités, que ce soit des présentateurs comme M. Hanouna, qui ose sur son plateau dire que Charlie Hebdo jette de l'huile sur le feu, que la jeune Mila, donc finalement, doit se cacher, que c'est légitime parce qu'on n'a pas insulté l'islam. Mais dans quel monde on vit ? Il faut être, je dirais, d'une fermeté avec nos principes. Il faut être fier de ce qu'on est et surtout être sûr de ce qu'on est. Voilà. Quand on a cette petite musique-là qui est quand même nauséabonde, où finalement la liberté d'expression, c'est pour les uns, mais elle doit être contrôlée, elle n'est pas totale, elle est pour certains journaux, elle est pour certaines religions, elle est pour certaines caricatures. Non, la liberté d'expression, elle est pour tout le monde. Et c'est ça la République, c'est ça la République française qui nous unit. Et M. Mélenchon, puisqu'on ne parle pas que des discours et des mots, il y a aussi des actes extrêmement fort. La manifestation donc pro-islamiste de 2019, de novembre 2019, où ils sont allés crier Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan, aux côtés des pires ordures qui crachent leur haine des juifs, des homosexuels, tout ça. Mais comment ensuite M. Mélenchon peut prétendre à la magistrature suprême et se dire que je vais être candidat pour être président de la République? Mais à un moment donné, il faut aussi être cohérent. Ce parti, je le dis, est en dérive totale. Il n'est plus républicain compte tenu de la dérive indigéniste, racialiste qui accourt dans son mouvement. Et c'est le rôle, en tout cas, des Républicains. Et Madame Lienemann, nous sommes tous ici des Républicains autour de cette table. Nous sommes tous ici des Républicains. Je ne crois pas que le FN soit très républicain. Le RN, premièrement. Et ensuite, évidemment, que nous sommes des Républicains attachés et défenseurs des valeurs de la République. Nous devons les protéger matin, midi et soir. Il y a eu un moment très républicain cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vécu, j'imagine. C'était lors de l'intervention de votre collègue député Francis Choix. Regardez. Cette citation glaçante, je l'emprunte à une femme que la représentation nationale s'honorerait à saluer, comme d'ailleurs toutes les victimes de harcèlement terrorisant. Cette femme, c'est Malika Brett. Elle est directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo. Ce journal et ses personnels, qui sont de nouveau la cible d'attaques ignobles, d'antisémites, d'islamistes, qui défigurent la religion de millions de musulmans pacifiques, et ceux pour qui la France devrait vivre sous la loi d'une sorte de charia et du blasphème. Voilà, moment très fort. Vous y étiez, Romain Reda ? J'y étais et j'ai applaudi, comme l'ensemble de l'hémicycle, mon collègue Francis Choix, et je crois qu'il a eu raison de dire ce qu'il a dit. Et c'est important d'ailleurs qu'un membre apparenté de La République En Marche le dise, parce que visiblement, dans la majorité, certains ne sont pas encore convaincus qu'il faut d'urgence combattre l'islamisation d'une partie de la société et l'islamisme rampant qui
se nourrit du communautarisme de certains quartiers, notamment de la République. Et M. Macron, qui a retardé tant de fois ses annonces sur le sujet, ferait bien de s'investir enfin en écoutant l'un de ses députés. Mais je remarque que personne ne va dire sur les plateaux de télévision qu'il est contre la liberté d'expression. Il y a donc quelqu'un qui ment puisqu'on a ce débat. Et M. Mélenchon, on voit bien l'évolution qu'il a eue là encore. En 2015, il nous avait fait vibrer avec ses oraisons funèbres à Charlie Hebdo et notamment à Charb. Et aujourd'hui, pardon, mais il est encore une fois à la tête d'un mouvement qui fait du oui mais. Charlie Hebdo, on veut bien parce que c'est un journal et puis finalement ils sont un peu de gauche, donc quand même on les soutient. Mais alors non, commencez pas à critiquer l'islam parce que tout de suite c'est de l'islamophobie, vous alimentez la haine contre les musulmans. Mais il y a un double discours qui fait que, visiblement, la France insoumise récuse le droit à une certaine presse de caricaturer des religions, des politiques, des idées. Et il faudrait qu'il s'en explique de manière très, très libre et très directe. Mais malheureusement, c'est un double discours permanent et parfois un mensonge. Je trouvais anormal que les gens puissent exprimer leurs idées. Alors, soit vous êtes dans le délit quand vous avez des actes racistes, ça arrive dans les journaux, soit vous ne l'êtes pas et toutes les libertés sont possibles. Ce tweet qu'on a vu, il parle de choses nauséabondes qui oui, mais attendez, vous pouvez avoir un avis sur ce qui est dit. Moi, quand il y avait des caricatures sur Léon Blum, j'aurais écrit que c'était nauséabond. Et pourtant, ils avaient le droit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez, avoir un avis... C'est plus que nauséabond, des caricatures de Léon Blum, c'est antisémite, c'est même illégal. Sans même aller jusque-là, vous pouvez avoir des choses que vous trouvez nauséabondes et qui ne sont pas illégales. Oui, mais vous avez le droit de donner, avoir un avis sur les positions des autres. Oui, sauf que des gens meurent pour ces avis et qu'on a le sentiment, pardon... Non, mais à ce moment-là, vous ne pouvez plus critiquer la moindre prise de position. Si, mais lorsqu'on récuse cela, alors qu'on met les valeurs républicaines... Mais la République n'empêche pas le désaccord. Oui, sauf que des gens meurent pour des dessins, pour des caricatures... non, mais ça n'a rien à voir, c'est inacceptable que des gens meurent. Même si c'est mon pire ennemi qui dit quelque chose... J'espère bien que c'est inacceptable, mais dans ces cas-là, on ne peut pas être dans le relativisme et on peut pas être dans le c'est une question. Vous pouvez dire je suis en désaccord majeur, je trouve ça dangereux pour la société française, j'essaie de convaincre que c'est dangereux et de dire il a tous les droits de l'exprimer. Ça s'appelle le débat et c'est ce qu'on essaie de faire évidemment ici tous les soirs. Regardez la une de Charlie Hebdo à la suite, notamment de ses prises de position de Jean-Luc Mélenchon. Charlie Hebdo a mis sur le même plan, si j'ose dire, Tariq Ramadan et Edoui Plenel ici au premier plan, plutôt Charlie ou Kouachi. On attend les résultats des tests, écrivait Charlie Hebdo. Allez, dans l'actualité du jour également, un fait divers terrible qui s'est déroulé du côté de Strasbourg. Une jeune femme qui a été frappée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle portait une jupe. On écoute son récit. J'étais habillée en jupe et je marchais vers chez moi. Et 3 hommes arrivent face à moi. Et un des 3 hommes dit « Oh, regarde cette pute en jupe » et je me permets de leur répondre « Pardon ». Donc vraiment sans agressivité, non, mais vraiment sans insulte. Et là, l'un des autres me répond « Ta gueule, salope, tu baisses les yeux et tu te tais ». Et là, un m'attrape par le bras, le deuxième par l'autre bras, et le troisième me donne un coup... au visage et il y avait environ, je dirais, 15 personnes autour. Aucune réaction, ni avant, ni pendant, ni après, ni maintenant. Aucun témoignage, aucun... Rien en fait, comme si personne n'avait rien vu et comme si rien ne s'était jamais passé. Et ça me révolte quelque part parce que j'aimerais un peu retrouver ces gens parce qu'ils sont capables de faire... ce qu'ils m'ont fait à des filles plus jeunes, à d'autres femmes, et je trouverais ça très très triste. Et du coup voilà, si quelqu'un me reconnaît ou si quelqu'un reconnaît la scène, j'aimerais bien qu'il se manifeste même anonymement pour qu'on puisse au moins retrouver même juste un de ces hommes, parce que c'est horrible que ça reste impuni. Et on ne peut qu'évidemment saluer le courage de cette jeune femme qui s'exprime face caméra et qui raconte ce qu'elle a vécu et ce que vivent de nombreuses femmes, pas forcément frappées, mais en tout cas le harcèlement de rue et les insultes comme ça, évidemment, c'est hélas très très courant. Il y a eu par Marlène Schiappa en 2018 une loi qui a été votée pour punir le harcèlement de rue et ce genre d'insultes. On voit ici le bilan, 1831 infractions depuis 2018. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Marie-Christine Verdi-Jouclas, je précise que Marlène Schiappa ira à Strasbourg demain justement. Peut-être qu'il faut aller plus loin. En tout cas, le fait d'avoir voté cette loi
tout état de cause, parce que c'est compliqué, il faut prendre sur le vif l'infraction. Donc c'est vrai que 1831, ça fait peut-être pas beaucoup, mais c'est 1831 infractions, alors qu'avant, il y avait 0 infraction relevée puisqu'il n'y avait pas cette loi. Donc on peut déjà saluer. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? C'est mieux que rien, quoi. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Après, moi, au-delà de l'émotion que j'ai en voyant cette femme qui a été, cette jeune fille qui a été agressée, je ne sais pas ce qui me scandalise ou qui me révolte le plus. Le fait qu'elle ait été agressée ou le fait qu'il y avait 15 personnes autour qui n'ont pas réagi et qui n'ont rien dit. Mais est-ce que ça n'est pas parce quand on parlait tout à l'heure de la valeur de République, de la citoyenneté, etc., c'est hallucinant, quoi. Ouais. Est-ce que ça n'est pas Julien Audoul parce que on sent que, les gens ont peur sans doute parce qu'ils se disent maintenant la violence est beaucoup plus éruptive qu'avant et si on agit, on risque d'être blessé gravement, et même de mourir. Est-ce que ça ne peut pas expliquer l'inaction des gens autour de cette scène évidemment terrible ? Oui, vous avez raison, ça peut l'expliquer. C'est inadmissible puisque quand vous avez une jeune femme de 22 ans qui se fait agresser par 3 individus qui sont des barbares, parce que quand on agresse et qu'on donne un coup de poing à une femme, qu'on l'insulte, on est des barbares, voilà, c'est tout. C'est préoccupant. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que l'ensauvagement frappe et s'attaque d'abord aux femmes de notre pays, que de plus en plus de femmes, finalement, n'ont plus de liberté ou beaucoup moins de liberté. C'est vrai qu'en tant qu'homme, on a du mal à prendre conscience en fait de la logique féminine maintenant pour se déplacer. C'est vrai que c'est devenu un cauchemar, que ce soit en termes vestimentaires, que ce soit en termes de maquillage, les cheveux qu'il faut nouer, mettre une capuche, un bonnet, changer d'itinéraire, vérifier les horaires, pas prendre les mauvais transports, etc. Enfin, c'est devenu un parcours cauchemar que d'être une femme aujourd'hui en France. Et il faut connaître, j'espère que ces 3 individus seront arrêtés, on connaîtra leur réelle motivation et qu'on connaîtra aussi peut-être leur identité. Et de là, on comprendra peut-être, est-ce que leur motivation était religieuse ? Est-ce que pour eux, porter une mini-jupe, c'est impur ? Est-ce que pour eux, il fallait que cette femme soit entièrement habillée des pieds à la tête ? Ça, on ne le sait pas encore. Mais il y a quand même une dérive dans notre société, c'est que, on en parlait tout à l'heure, plus l'islamisation progresse, et plus les droits des femmes régressent. Alors on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a... Non mais excusez-moi, mais très bien. Mais pas de conclusion hâtive. C'est évidemment du conditionnel, mais il y a quantité d'exemples dans notre pays. Malheureusement, il y a des faits divers réguliers où on constate que, évidemment, les femmes sont en proie à des menaces dans les quartiers, parce qu'elles ne sont pas accompagnées, parce qu'elles ne... Mais par des hommes, peu importe, des hommes. Non, c'est pas par des hommes. Mais si, vous connotez tout de suite, là. Vous connotez tout de suite. Il y a des hommes... Attendez, excusez-moi, je sais que vous voulez pas voir cette réalité-là. Mais c'est pas une réalité, je suis désolée. Il y a des hommes mauvais partout. Je connais des hommes qui ont nos codes culturels, qui ont ce genre de réalité. Mais oui, il y a des hommes mauvais partout. Bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'ont pas nos codes culturels, qui considèrent qu'une femme qui s'habille en mini-jupe est impure, qui la traite de tous les noms, justement, parce qu'elle représente le diable, parce que, encore une fois, ce n'est pas la vision qu'ils ont de la femme. Et ça, c'est aussi lié à une dérive, liée à l'islamisation, et vous ne pouvez pas le nier. La chaîne pénale est souvent pointée du doigt pour expliquer peut-être certaines carences sur la sécurité ces derniers temps. Sauf qu'il y a des problèmes chez les magistrats, et spécifiquement en ce moment, il y a un mouvement de grève qui a été annoncé aujourd'hui, grève contre certaines actions du ministre du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est contesté donc par les magistrats. Sophie Legrand est avec nous, elle est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Bonsoir, je précise que l'Union syndicale des magistrats, l'USM, est aussi dans ce mouvement. Alors vous lui reprochez plusieurs choses, avoir attaqué le parquet national financier, avoir nommé une avocate pénaliste à la tête de l'école de la magistrature. Est-ce que c'est pas bien quand même parfois, juste sur ce point, de renouveler un petit peu les profils ? Alors je corrige là-dessus, on ne l'attaque pas du tout sur le fait qu'il ait nommé une avocate à la tête de l'ENM. On n'a pas de problème avec ça, ce n'est pas la question. Ce qu'on a critiqué, c'est par contre la tentative de diversion justement par rapport à ce qui se passe sur le parquet national financier qui a été faite autour de cette nomination à l'ENM qui, de manière inhabituelle, a été annoncée par voie de presse et qui a été du coup l'occasion pour le ministre de nous resservir son discours sur le corporatisme qui serait soi-disant le seul ressort des juges, sur un entre-soi de l'ENM alors que c'est une école qui est reconnue de manière internationale, qui fait un effort important d'ouverture sur l'extérieur, qui accueille déjà des avocats en son sein, qui envoie les magistrats
en stage avocat. Donc on ne peut pas faire le reproche à l'ENM d'être totalement fermée sur elle-même. Et c'est ça qu'on est venu critiquer de la part d'Éric Dupond-Moretti, cette tentative de réduire à ce corporatisme et un entre-soi. Vous réclamez souvent davantage de moyens, à raison, hein, pour un certain nombre de situations. Éric Dupond-Moretti est allé aujourd'hui à la prison centrale de Clairvaux pour annoncer davantage de moyens dans les prisons et pour les personnels pénitentiaires. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Non, parce qu'encore une fois, on est en train de centrer le budget de la justice sur son volet pénitentiaire, sur le tout carcéral, sans remettre en cause l'enfermement qui va crescendo en France et sans questionner les ressorts de cet enfermement. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative qui favoriserait davantage la réinsertion? Pour revenir sur le mouvement de rassemblement qui aura lieu jeudi, on est vraiment scandalisé par les atteintes institutionnelles qui sont en train de se passer. On a un ministre qui est en total conflit d'intérêts et donc qui porte atteinte à l'indépendance de la justice à travers cette enquête sur le PNF, où on ne peut que le suspecter de le faire pour servir des intérêts privés, dans la mesure où il est parti à la procédure initiale qui fait l'objet de cette enquête. Sans compter que l'enquête précédente sur laquelle il se base pour lancer cette enquête administrative, elle-même pose question sur la façon dont on peut diligenter une instruction de fonctionnement sur une enquête précise, donc sur un acte juridictionnel. Merci beaucoup Sophie Legrand pour avoir été en direct avec nous. On voit, Robin Reda, qu'il y a encore de la friture sur la ligne entre le gouvernement, les magistrats, la réponse éventuellement policière et carcérale. Est-ce que c'est de bon augure pour les questions de sécurité qui font débat en ce moment ? Arnaud, il y a surtout de la friture sur la ligne entre les Français et leur justice, entre les Français et leurs magistrats. La semaine dernière, on commentait ici même une étude qui disait que 55% des Français étaient pour le retour de la peine de mort. Alors c'était sans doute, et je l'espère, sous le coup de la colère, mais ça prouve bien qu'il y a une méfiance à l'égard de magistrats, et on entend cette syndicaliste de la magistrature qui ne savent plus punir, qui ne savent plus mettre hors d'état de nuire des délinquants, des criminels dans notre pays. Et je pense qu'Éric Dupond-Moretti a bien raison de s'attaquer à la formation en vase clos des magistrats dans notre pays. Je suis entièrement d'accord. D'accord, comme ça c'est clair, Marie-Noëlle Lienemann. Je suis pour une part d'accord, notamment sur le fait que la formation des magistrats doit être beaucoup plus ouverte et que, qu'on le veuille ou non, le fait que ce soit un avocat qui préside cette école est plutôt de bon augure, parce que ça oblige à une confrontation avec justement un autre point de vue que celui historique des magistrats. Et il y a besoin de cette interpellation qui représente aussi une interpellation de la société. Alors après, il y a le problème du conflit d'intérêts personnel sur cette affaire qui a été dénoncée dès la nomination de Dupond-Moretti. Donc la vraie question maintenant, c'est que les magistrats fassent la preuve de leur indépendance. Au bout d'un moment, on ne peut pas demander aux citoyens d'être courageux pour dénoncer une jeune femme qui se fait agresser, et quand vous êtes magistrat, d'avoir peur d'affronter votre autorité. Moi, je commence à en avoir aussi ras-le-bol, parce que plus les gens sont puissants, plus ils doivent être courageux pour défendre les valeurs et les principes. Et ces questions d'autorité, elles sont évidemment au cœur de nos débats depuis cette rentrée, des débats qui vont se poursuivre évidemment. Merci beaucoup à tous, vous restez avec nous parce que tout de suite, c'est le grand journal du soir.